L'enveloppe fine en lin glissa sur la table en acajou dans un bruit feutré et dédaigneux. Elle s'arrêta juste à côté de mon verre d'eau en cristal. Légèrement de travers, une intruse importune dans la symétrie parfaite du couvert. Je la regardai. Puis je levai les yeux vers Patricia, la mère d'Evan, qui souriait, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qu'un requin pourrait vous adresser avant de décider que vous valez la peine d'être mangé. « Ouvre-la, ma chère, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Considère-le comme un investissement pour ton avenir. » Mon avenir ? Je jetai un coup d'œil à Evan. Il fixait intensément son assiette de bar à peine touchée, refusant de croiser mon regard. Mon estomac se noua. Je saisis l'enveloppe. Elle semblait légère, insignifiante. À l'intérieur se trouvaient 15 billets de $100, impeccables. 1005 $. Je levai les yeux, confuse. C'est un cadeau, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Patricia se mit à rire. Un son cristallin qui s'accordait avec la vaisselle coûteuse qui nous entourait. Oh, grand Dieu, non. C'est une allocation pour les bonnes manières. Nous l'appelons le fonds d'amélioration de Grèce. Elle se pencha en avant, sa voix s'abaissant en un murmure conspirateur que tout le monde à table pouvait parfaitement entendre. L'évaluation de la titularisation d'Evan approche. Et honnêtement, ma chérie, ton allure provinciale, c'est charmant d'une manière un peu désuète, mais ça ne fera pas l'affaire pour le dîner de la faculté. Nous avons besoin que tu sois poli, apprêté, avant que tu ne lui fasses honte. Le silence qui suivit fut absolu. Je regardai l'argent dans ma main, puis Evan, attendant qu'il parle, qu'il me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il continuait simplement de couper son poisson. Le couteau raclant la porcelaine dans une cadence rythmique et lâche. Avant de vous dire ce que j'ai fait de cette enveloppe, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je ne portais pas cette robe pour les insulter. Je la portais parce que dans ma vraie vie, je ne m'habille pas pour un public. Je m'habille pour le laboratoire. Je vis à Wicker Park, le cœur brut et artistique de Chicago, où le café est fort et où les gens sont trop occupés à créer pour se soucier du nombre de fils de votre linge de maison. C'est là que j'ai rencontré Evan. Il était assis dans une banquette d'angle de mon café habituel, corrigeant des copies avec le front intensément plissé d'un homme qui croit être la seule personne dans la pièce à avoir des pensées profondes. Je portais un sweat à capuche, tapant frénétiquement sur mon téléphone un recours contre un rejet de subvention. Il a vu une chercheuse surmenée et en difficulté. Il a vu quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Et Evan adorait jouer les sauveurs. Pendant 2 ans, il a joué le rôle du pourvoyeur intellectuel. Il adorait m'expliquer l'histoire. Il adorait m'inviter à dîner dans des restaurants italiens de gamme moyenne avec l'air bienveillant d'un roi nourrissant une paysanne. Il aimait l'idée que lui, le professeur d'histoire au nom de famille prestigieux, était le pilier, le roc. Il ne m'a jamais posé de questions sur les détails de mon travail. Pour lui, mes recherches en biotechnologie n'étaient que de mignonnes expériences scientifiques, un passe-temps qui payait à peine le loyer. Il ne savait pas qu'il y a 18 mois, ma start-up avait été rachetée par un grand conglomérat pharmaceutique. Il ne savait pas que le rejet de subvention qu'il m'avait vu rédiger était en fait une négociation pour un accord de licence valant des millions. Il ne savait pas que mon chèque de dividende mensuel équivalait à peu près à ce qu'il gagnait en 2 ans. Je ne lui ai rien dit, non pas parce que je voulais le tromper, mais parce que j'avais besoin de me protéger. J'appelle ça l'armure d'invisibilité. Quand on est une jeune femme dans le monde de la haute technologie où les enjeux sont élevés, l'argent change la façon dont les gens vous regardent. Il vous transforme d'une personne en une opportunité. Les hommes arrêtent de vous regarder dans les yeux et commencent à regarder votre valeur nette. Soit ils deviennent intimidés et partent, soit ils deviennent avides et restent pour les mauvaises raisons. J'avais déjà été échaudée par des hommes qui aimaient mon ambition jusqu'à ce qu'elle se mette à dépasser leurs revenus. Alors, j'ai enfilé l'armure. J'ai laissé le monde voir le chignon décoiffé et les baskets usées. Je les ai laissés voir la scientifique qui se débat. C'était un filtre. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait aimer Grèce.
Juste Grace, la fille qui fait griller ses tartines et pleure devant les publicités pour chiens, sans l'auréole dorée du succès. Je voulais être aimée pour mon âme, pas pour ma solvabilité. Je pensais qu'Evan était le bon. Je pensais qu'il m'aimait pour mon esprit, pour ma résilience tranquille. Je n'ai réalisé que ce soir, assise à cette table sous le regard froid de sa mère, qu'il ne m'aimait pas pour qui j'étais. Il s'aimait lui, pour ce qu'il devenait quand il était avec moi. Il aimait se sentir supérieur. Il aimait le contraste. Je n'étais pas sa partenaire. J'étais son cas de charité. Et en regardant les $1 500 posés sur la table, j'ai compris que pour sa famille, je n'étais même pas ça. J'étais une tâche qu'ils essayaient de blanchir. Patricia souriait toujours, attendant que je prenne l'argent, que je dise merci, que je sois reconnaissante pour ses insultes. Elle pensait avoir affaire à une fille pauvre qui ferait n'importe quoi pour être acceptée. Elle n'avait aucune idée qu'elle regardait la femme qui pourrait acheter tout son quartier. L'armure avait trop bien fonctionné. Elle m'avait montré exactement qui ils étaient, et maintenant, il était temps de l'enlever. L'enveloppe n'était que le lever de rideau. Le plat principal est entré par la porte 5 minutes plus tard. Elle s'appelait Vanessa. C'était l'ex-petite amie d'Evan, la fille d'un diplomate suisse. Et selon Patricia, il se trouvait qu'elle était, par hasard, dans le quartier. Elle a flotté dans la salle à manger, vêtue d'une robe en soie qui coûtait plus cher que ma voiture, s'excusant avec aisance pour l'interruption tandis que Richard, le père d'Evan, se précipitait presque pour lui tirer une chaise. Ils l'ont assise juste à côté d'Evan. J'étais en face d'eux, me sentant soudain comme une spectatrice de ma propre rupture. Ce n'était plus un dîner. C'était une dissection en direct. Patricia n'a pas seulement accueilli Vanessa. Elle s'en est servie comme d'une arme. Elle a passé les 20 minutes suivantes à mener une comparaison médico-légale entre nous deux. Elle a interrogé Vanessa sur son récent vernissage à Milan. Elle m'a demandé si j'avais trouvé un coupon de réduction pour le vin que je n'avais pas apporté. Elle a loué la lignée et l'éducation de Vanessa. Des mots qui ont leur place dans un club canin, pas à un dîner de famille. Et puis est venu le moment qui a coupé le souffle de toute la pièce. Patricia a tendu la main et a pris celle de Vanessa, la tenant en l'air comme une pièce de musée. Regardez ses doigts, roucoulatés-elle. Longs, élégants, des doigts de pianiste sans défaut. Voilà à quoi ressemble le raffinement. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Elle ne m'a pas touchée. Elle a juste pointé un ongle manucuré vers mes mains qui reposaient sur la nappe. Grace, ma chère, dit-elle, sa voix s'abaissant en un murmure compatissant. Vos mains, on dirait que vous avez jardiné sans gants. La peau est si rêche. Avez-vous essayé le jus de citron? Ou peut-être simplement de les garder dans vos poches? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient sèches. Il y avait une petite brûlure chimique sur mon index gauche, due à une éclaboussure d'azote liquide il y a 3 semaines. Mes cuticules étaient abîmées parce que je les triture quand je débogue du code à 3 heures du matin. Elles n'étaient pas élégantes. C'étaient les mains d'une bâtisseuse. Ses mains avaient construit un séquenceur qui était actuellement utilisé pour identifier des marqueurs génétiques rares dans les cancers pédiatriques. Ses mains avaient signé les papiers qui avaient assuré la liberté financière de tous les membres de mon entreprise. C'étaient des outils, pas des ornements. Pour Patricia, elles étaient simplement laides. J'ai regardé Evan. C'était son moment. C'était le moment où un partenaire dit « Ses mains vont très bien, mère ». Ou « Elle travaille dur, et c'est ce que j'aime chez elle ». J'ai attendu. Je l'ai regardé prendre une gorgée du vin millésimé qui avait soudain un goût de vinaigre dans ma bouche. Il n'a pas regardé mes mains. Il a regardé Vanessa et il a souri. C'était un petit sourire nostalgique, le genre qu'on adresse à un chemin non emprunté. Dans ce silence, la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. J'ai compris que pour Evan, Vanessa était un miroir reflétant la vie qu'il pensait mériter. Galerie d'art, diplomate, aisance. J'étais un miroir reflétant la vie qu'il craignait. Le travail, la lutte, la réalité. Il n'était pas seulement un lâche. C'était un snob qui aimait visiter la classe ouvrière mais ne voulait pas y vivre.
Le verre en cristal dans ma main semblait lourd, froid et fragile. Tout comme l'illusion de cette relation. Les entrées furent débarrassées, mais le goût de l'inadéquation persistait. Richard, le père d'Evan, décida que c'était à son tour de découper. Il n'a pas pris le couteau à découper, cependant. Il s'est attaqué à ma carrière. Alors, Grace, dit-il en faisant tourner son vin comme s'il aérait une opinion de grand cru. La table gloussa. C'était un gloussement poli, appris, le genre qu'on apprend en pension. Même Evan réussit un faible sourire, murmurant quelque chose sur ma passion. C'est en fait de la génomique, Richard, dis-je, la voix stable. Nous nous concentrons sur la technologie CRISPR et l'édition de gènes pour les maladies héréditaires. Fascinant, dit Richard, clairement ennuyé. Mais est-ce viable? Je veux dire, vraiment, ma chère. Courir après les subventions doit être épuisant. Vanessa ici vient de nous parler du travail de son père avec l'ONU. Ça, c'est de l'impact, une application concrète, pas seulement de mignonnes expériences scientifiques. Mignonne. Le mot resta en suspens dans l'air, comme un poids mort. Un an plus tôt, ce mot m'aurait anéanti. J'aurais bégayé. J'aurais essayé d'expliquer la complexité de mes algorithmes. J'aurais essayé de prouver que j'avais de l'importance. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. J'ai cessé de les voir comme des géants. J'ai chaussé mes lunettes de scientifique. J'ai arrêté d'écouter le bruit et j'ai commencé à regarder les données. Et les données racontaient une histoire très différente. J'ai regardé Richard, je l'ai vraiment regardé. J'ai remarqué que si son costume était fait sur mesure, le tissu au niveau du poignet était légèrement effiloché. Ce n'était pas le chic négligé des gens confortablement riches. C'était l'usure d'un homme qui n'avait pas acheté de nouveaux costumes depuis 5 ans parce qu'il ne pouvait pas justifier la dépense. J'ai regardé les murs. Il y avait des contours rectangulaires pâles là où des tableaux étaient autrefois accrochés. Ils avaient été déplacés ou, plus probablement, vendus. J'ai regardé Patricia. Quand le serveur a versé le reste du vin, ses yeux ne suivaient pas la conversation. Ils suivaient la bouteille. Ses doigts étaient crispés, blancs. C'était une micro-expression de pure panique. Elle ne s'inquiétait pas de l'étiquette. Elle s'inquiétait de l'inventaire. Elle était terrifiée à l'idée de manquer de vin parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'aller à la cave chercher un autre millésime de ce calibre. Soudain, la théorie du château de verre s'est mise en place. Dans mon monde, nous analysons les systèmes sous contrainte pour trouver leur point de rupture. J'ai alors réalisé que cette famille ne m'attaquait pas parce qu'elle était forte. Elle m'attaquait parce qu'elle était terrifiée. Ils étaient riches en actifs mais pauvres en liquidités, vivant dans un musée qu'ils ne pouvaient plus se permettre de chauffer. Ils étaient piégés dans un héritage qui les dévorait vivants. Mon allure provinciale et mon personnage de scientifique en difficulté les menaçaient. Non pas parce que j'étais inférieur à eux, mais parce que j'étais libre. J'avais des liquidités. J'avais un avenir qui n'était pas lié à un domaine en décomposition. Ils avaient besoin de croire que j'étais petite pour se sentir grand. Leur cruauté n'était pas une démonstration de puissance. C'était le symptôme de leur effondrement imminent. Je pris une gorgée d'eau. La colère s'évapora, remplacée par une pitié froide et clinique. Ils n'étaient pas les juges. Ils étaient les accusés. Et j'étais la seule dans la pièce à connaître le verdict. Ça peut être épuisant, dis-je finalement, en accord avec Richard, juste pour le voir se détendre. Mais parfois, les expériences rapportent gros de manière inattendue. Je me tournai vers Patricia. En parlant de rapporter, vous avez mentionné que je pourrais avoir besoin d'aide pour trouver un emploi. Patricia s'illumina, sentant la mise à mort. Eh bien, oui, Richard a des relations au musée. Ils ont toujours besoin de réceptionnistes. C'est un travail stable, Grace. Fiable. Ça vous aiderait à contribuer jusqu'à ce qu'Evan obtienne sa titularisation. Bien sûr. Elle sourit, attendant que je sois reconnaissante pour les miettes. Il était temps de lui montrer le pain entier. Je posai ma fourchette. Le léger tintement contre la porcelaine résonna comme un coup de marteau de juge dans la pièce silencieuse.
En fait, Patricia, dis-je, ma voix calme, posée, et totalement dépourvue de l'excuse qu'elle attendait. Oh. Elle haussa un sourcil sculpté. Vous espérez quelque chose de mieux? Les mendiants ne peuvent pas choisir, ma chère. Je ne suis pas une mendiante, dis-je, et j'ai déjà choisi. Je me penchai en arrière sur ma chaise, stable et imperturbable. Ma start-up n'a pas seulement été financée, Richard. Elle a été rachetée il y a 18 mois par Novartis. Son verre se figea en plein vol. Pour combien? Assez pour que mon dividende mensuel s'élève à 85 000 $. La pièce devint silencieuse. Patricia regarda les 1 500 $ qu'elle venait de me donner comme si c'était de l'argent de Monopoly. Evan balbutia, confus. Mais... tu t'inquiètes pour le loyer. Je m'inquiète pour la masse salariale et le taux de consommation de trésorerie, dis-je. Je vis à Wicker Park parce que j'aime ça, pas parce que j'y suis obligé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, demanda-t-il. Pour voir si tu m'aimais, ou si tu aimais juste l'idée d'être au-dessus de moi. Je me tournai vers ses parents. Votre allocation pour les bonnes manières a été éclairante. Richard tenta de se reprendre. Il se vanta que leur fondation avait obtenu un don d'un investisseur providentiel de 2 millions de $, qui serait viré le matin même. Je sais, dis-je. Je suis la donatrice. Je fis glisser mon téléphone sur la table. Sur l'écran, donatrice, Grace Miller. Montant, 2 millions de $. Prévu. Leurs visages se décomposèrent. Richard murmura, mais... vous êtes fauché. Je suis une investisseuse, et j'ai financé votre fondation anonymement parce qu'Evan m'a dit à quel point cette maison comptait pour vous. Je pensais que sauver votre héritage pourrait me valoir une place à cette table. Je tapotai l'écran. Transaction annulée. Le téléphone de Richard sonna. La couleur quitta son visage. La dotation avait disparu. La charité doit être embarrassante pour des gens comme vous, dis-je en me levant. Evan supplia, Grace, je t'aime. On peut arranger ça. Non. Tu aimais l'idée de me sauver. Je n'ai jamais eu besoin d'être sauvée. Je suis sortie, laissant l'enveloppe derrière moi. Le lendemain matin, j'ai redirigé les 2 millions, non pas vers moi, mais vers l'Université de Chicago pour créer la « Bourse de la dignité » pour les jeunes filles défavorisées dans les filières STEAM. 6 mois plus tard, le domaine a été vendu. Evan a essayé d'appeler. Je n'ai jamais décroché. J'étais trop occupée à ouvrir mon nouveau laboratoire. 45 employés dépendaient de moi. Je porte toujours mon chignon décoiffé et mes baskets. Et tard le soir, en regardant la silhouette de Chicago, je souris. Non pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai enfin défini ma propre valeur.